T'es né, Philippe Pasco? Je suis né à l'Assemblée nationale. Oui. Ma mère, qui était en train de visiter l'Assemblée nationale, a perdu les os dans l'Assemblée nationale. Donc du coup, j'ai accouché dans la clinique qui était à côté, dans le 7e. Et tes parents venaient d'où? Ils sont de la région parisienne? Alors, non. Est-ce que tu as rapport avec Évry en fait? Ah non, j'ai pas de rapport avec Évry, pas du tout. Je suis arrivé à Évry par hasard, par Bondoufle par hasard. Et t'as grandi où? J'ai grandi un petit peu partout, à Neuilly-sur-Marne, à Gagny, à Drancy. Et avant que tu sois... Dans le 9-3. J'étais dans le 9-3. Avant que tu sois connu pour ce que tu fais en écrit aujourd'hui en politique, est-ce qu'on peut dire que tu étais animateur culturel? Alors, ou est-ce que c'est la définition qui... J'étais... j'en sais rien ce que j'étais. T'es comédien? Non, j'ai monté ma première association, j'avais 11 ans. À Bondoufle déjà? Non, à Villemomble. Oui. Donc, j'ai monté une association pour aider des petits vieux et des petites vieilles dans leurs travaux ménagers, avec le curé du coin. Donc on allait couper le bois, on faisait les courses, on leur ramenait, voilà, j'avais 11 ans. Et qu'est-ce que faisaient tes parents? Alors ma Ils ont mère rapport avec était le secrétaire spectacle de mairie et mon père était conducteur de travaux. Rien à voir avec le spectacle? Ah non, rien du tout. Et t'as des frères et Alors, j'ai un sœurs? frère, un faux frère. J'ai un frère, un demi-frère, un faux frère. Et ils ont rapport avec le spectacle non plus? Aucun. D'accord. Donc il va falloir qu'on assemble tout ça pour savoir comment tu arrives à devenir comédien et qu'est-ce que tu fous à Bondoufle. Oui, mais tu sais, il y a l'inné, il y a l'acquis, donc on n'est pas obligé de suivre une ligne spécifique. Non, mais c'est il y a des choses qui arrivent par hasard ou par circonstance. Comme tu commences avec un morceau et puis il y a l'autre morceau à la fin, comment tu arrives à Bondoufle? J'ai toujours fait le con, j'ai toujours eu les prix de camaraderie à l'école, y compris en maternelle. Oui. Donc voilà, j'ai toujours fait l'idiot, j'aimais bien faire l'idiot. Donc faire l'idiot et faire du spectacle, c'est un peu concomitant. Et ta scolarité, c'est à Villemomble? Non, Neuilly-sur-Marne, Villemomble, ouais, j'ai fait mes armes à Villemomble. J'étais délégué du premier cycle pendant mes 68. J'ai fait pas mal de conneries. Est-ce que c'est quelles années quand t'es au lycée? Honnêtement, là, je sais plus. T'es né en quelle année, c'est un secret? Non, c'est pas un secret, je suis né en 55 selon les années. 55, donc on va dire 20 ans en 75. À 20 ans, tu étais à la fac? Ah non, j'étais à Villemomble à 12-13 ans. J'ai fait une école catholique aussi, comme ils m'ont viré après 68. J'étais en 5e en 68. Et ils m'ont viré parce que j'ai fait pas mal de grèves avec mon parrain qui s'appelait Jean Lotier, qui lui était délégué du 2e cycle. Du coup, je me suis retrouvé dans une école catholique à Villemomble aussi, où il y avait un prof de maths qui avait tendance à me caresser les cheveux et me demandait de venir faire des cours particuliers dans sa chambre. Ceux où je n'ai jamais été d'ailleurs, par prudence. Je sais pas pourquoi, je me dis, peut-être mieux pas que je monte dans sa chambre. Mmh. En plus, c'est tout à fait de mauvais goût comme enchaînement, mais t'es un beau jeune homme quand on voit les photos. C'est ce qu'on me dit, mais moi je m'en rendais pas compte à l'époque. Je le regrette d'ailleurs. Tu veux dire, ça aurait pu... Ça aurait pu, ouais, mais je m'en rendais pas compte. Moi je me trouvais très très moche au contraire. Tu fais du théâtre quand t'es ado? J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais ado, j'ai écrit des pièces quand j'étais ado. T'es un peu solitaire ou t'es toujours en groupe avec toujours des gens? Je suis complètement solitaire avec plein de monde autour de moi. Ça va devenir net. Ah ouais, putain. Tu la reconnais? Ouais, tu ressors les vieux dossiers là. Là, c'est que t'es enfant, on est à Villemomble aussi? Non, on doit être à Rue-Buzelin, là, dans le 18e, je crois. Et pourquoi, chez mes parents. Et pourquoi tu bouges d'un endroit à un autre? C'est le métier de ton père qui vous fait remuer? Alors ça, j'ai aucun souvenir de ça, c'est mes parents qui décidaient. Ce que je me souviens de cette époque-là, c'est qu'il y avait des chiottes sur le palier. Oui. Et que j'habitais au dernier étage. Et comment... Avec un escalier qui craquait quand on montait d'ailleurs. Et la première partie de ta vie, si on peut dire ça, ça va être d'être animateur en centre culturel ou comédien? T'es d'abord comédien? Non, j'ai été vendeur de sandwich dans les trains, où je faisais le comédien, café, boisson, sandwich. C'est parce que t'as arrêté l'école à ce moment-là? J'ai arrêté l'école à 14 ans. D'accord. Après j'ai fait des courses, j'ai fait le cours Simon, j'ai fait une école de Corvisart. Je vois. J'ai fait le graphisme? Ouais, j'ai fait quelques pratiques, j'ai appris à dessiner des tubes dentifrice, nickel-chrome. École privée parce que tes parents ils voient que tu pars en sucette ou c'est toi? Parce que je m'étais fait virer de l'école publique. Mais tes parents te soutiennent encore, essayent de trouver une solution? Non, mes parents étaient déjà partis, c'est ma mère qui m'élevait toute seule là, à l'époque. D'accord. Mon père était déjà parti. Il y a un côté fratrie avec tes frères et sœurs, tout le monde est ensemble ou t'es un solitaire, Non, je suis un solitaire complet. romantique Non, solitaire complet.
À 14 ans, je me cassais de chez moi et j'ai vécu quelque temps à droite et à gauche. Et après, j'ai vécu chez ma grand-mère. Oui. Ce qui est d'ailleurs, contrairement aux apparences, c'est encore le cas. C'est-à-dire, tu es un homme public qui aime beaucoup les gens, mais en même temps, tu es un ours qui, avec ça, on entre. Oui. Il te faut du temps pour... Oui, de toute façon, c'est sans doute une façon de supporter les gens que d'être un peu de temps en temps sans eux. C'est des soupapes de sécurité. Oui. Et alors, quand tu deviens comédien, c'est Cours-Simon. Cours-Simon, ouais. Cours-Simon, sorti premier du concours d'entrée. Et comment tu as entendu parler de ça, puisque ta famille n'a pas de rapport avec le théâtre? Parce que Simon, à l'époque, c'était quelque chose, parce que ça faisait partie aussi, à mon avis, moi, de lutter contre ma timidité maladive. Oui. Donc chez Simon, je faisais jusqu'à... Comme Laurence Constant ne m'aimait pas, qui était une super prof, parce que Laurence Constant aimait bien les filles, et je trouvais que les filles m'aimaient bien, et donc du coup, elle me blacklistait un petit peu dans son cours. Donc du coup, j'étais obligé de préparer 75 scènes en même temps pour arriver à monter sur scène. T'as 17 ou 18 ans? 17, 18 ans, c'est juste avant de partir au Tchad. Et ce qui m'intéresse toujours dans ce déclencheur, c'est quel rapport t'as avant ça avec le théâtre? T'as été au théâtre avec l'école ou Non, tu l'as vu à la télé au théâtre ce soir? J'en sais rien. Tu sais, depuis 30 ans, je le mets dans mon dernier livre, il y a 3 psychologues qui veulent m'analyser parce qu'ils ne comprennent pas le comment du pourquoi. J'accepterais de faire une psychanalyse dès que ces gens-là me payent. Non, mais moi, ce qui comme ils ne m'intéresse, veulent pas depuis 30 ans, ça doit être le prof que je suis qui se demande comment un truc commence en fait. Parce que des fois, t'entends parler de quelque chose. Alors comment un truc commence, c'est pas le plus important. C'est comment ça se termine. Ouais, mais là, on a dit que c'était pas ta nécrologie aujourd'hui, on va se revoir plusieurs fois. On va attendre un petit peu. Non, mais comment ça commence, je sais pas. Peut-être un rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu Tom Sawyer à la télé. En tout cas, ce qui a l'air de... J'adorais Thierry Lafronde. C'est pour ça que tu l'as retrouvé ici. Ouais. Oui, ce que je veux te dire, c'est que ça a l'air plutôt d'être une envie de jouer qu'une envie de spectateur, ton théâtre. C'est pas que tu as été au théâtre, tu as vu des trucs, tu as trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'est aussi une envie d'être. Oui. C'est pas pareil. Avec le regard des autres et de partager. Oui, c'est l'abbé Pierre qui m'a appris ça d'ailleurs. Il t'a appris ça sur toi, tu veux dire? Alors l'abbé Pierre m'a appris ce que c'est que le véritable égocentrisme. Oui. Alors il y a 2 façons d'être égocentrique. La première façon, c'est égocentrique en se regardant le nombril. Oui. Et la deuxième façon, c'est être égocentrique en regardant les yeux des autres. Oui. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Je suis très égocentrique, mais dans le regard des autres, pas sur mon nombril. Et ça, tu l'es dès tout jeune? Dès l'âge de 11 ans. Faire le malin quand on te regarde. Faire le malin, mais en même temps, le faire de façon constructive. Sinon, il y a longtemps que je serais riche. Et puis l'autre chose qui ressort de ce que tu fais, que je déduis, parce que j'ai pas encore lu toute l'œuvre peinte, écrite de Philippe Pascot, c'est que t'aimes bricoler en fait, si le truc fait trop sérieux, t'aimes bien mettre un petit coup de pied dans la marmite pour que ça fasse style négligé. Oui, ça c'est à la Et fin. dans le pire des cas, c'est ton côté cabot. Ouais, c'est ma force et ma faiblesse. Voilà, c'est que ou alors on a l'impression que, mais je te connais pas depuis assez longtemps, ça fait un peu de temps, mais on a l'impression que même si ça réussit, tu feras un petit poète pour que... Mais c'est totalement ça en plus. Voilà, c'est ça, c'est le... Ne pas correspondre à l'image qu'on essaie de te coller sur la tête. Ouais, ce qui est une façon, et en effet, de pas réussir jusqu'au bout, entre guillemets. Ça. Donc c'est une façon de réussir jusqu'au bout, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Pas à n'importe quel prix. Mais il y a aussi que ça m'est arrivé quand j'avais été jeune comme toi, c'est que le plaisir de la connerie, même si on sait qu'on va aller au Newf ou qu'on va prendre une punition, il faut aller jusqu'au bout. J'adore. Une espèce d'éthique de la connerie qui fait qu'il faut que ça soit dit. L'école du dadaïsme, j'adore. J'ai toujours adoré Pierre Dac, Francis Blanche. C'est des gens qui faisaient les choses sérieusement en s'amusant. Et on peut faire les choses sérieusement en s'amusant sans forcément coller l'étiquette qu'on veut te donner. Par contre, tu parles de dadaïsme, tu as une logique, on dirait, ce serait difficile de dire que tu as une carrière parce que tu as l'air de faire du coq à l'âne en fait. Ça a l'air d'être des rencontres avec des gens, des envies de changer par rapport au truc précédent. C'est très peu linéaire ce que tu fais. La vie est très courte, donc pourquoi faire qu'une seule chose? Oui, mais ça peut être de l'éparpillement. Ah oui, c'est ce qu'on a reproché ça à Cocteau, tu sais, on lui dit qu'il faisait du touche à tout. Exactement, c'est ce qu'on me reprochait. Souvent, on m'a reproché de ne faire que des coups. Oui.
Mais qu'est-ce que j'en ai fait comme coup, putain. Et tu as pas l'impression que ça, si on prend comédien, ça peut entre guillemets nuire à la continuité? Ça a toujours nuit à mes carrières. En politique, on m'a toujours reproché d'être comédien. En comédien, on m'a toujours dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre en politique? Là, j'écris. Et il n'y a pas un moment donné dans ta vie, quand tu étais plus jeune, ça t'a fait un peu chier et maintenant t'es passé par-dessus, ou ça t'a... Ah, mais je suis toujours passé par-dessus. Ça t'a jamais ennuyé? Non, parce que j'ai jamais fait carrière. Oui. Donc je m'en fous. D'être président de la République, j'en ai rien à foutre. Si quand tu deviens président de la République, tu deviens con. D'avoir un seul motif de vie, d'être que comédien. Je connais des gens qui sont que comédiens. Mais putain, qu'est-ce qu'ils avalent comme couleuvre. Là, c'est ta liberté qui est importante. Quel compromis ils sont obligés de faire pour continuer à être comédien. Quand tu fais que de la politique, tu es prêt à faire n'importe quoi pour le rester. Moi, j'ai jamais fait n'importe quoi pour rester. Non, mais tu as raison, il y a juste un bémol à ce que tu dis, c'est que si tu veux être comédien qui joue, je dis n'importe quoi, du Beckett, ou si tu veux être homme politique qui transforme le statut des adolescents ou de l'école, il faut que tu restes longtemps dans un truc. Si tu fais une logique de coup, c'est difficile de travailler sur du long terme. Grosse erreur. Tu vois ce que je veux dire? Grosse erreur. Ah bah non, je suis prof, je vois bien ce que ça veut dire que le long terme. Eh ben oui, mais moi je vois bien la carrière de mes co-religionnaires. Donc j'ai fait des cours Simon avec quelques personnes intéressantes, et quand je fais mon parcours de comédien par rapport à leur parcours, qui n'a été que de la comédie, j'ai tourné plus que. Quand je vois la politique et des gens qui n'ont fait que de la politique, moi je suis arrivé à un certain niveau en politique, j'ai vraiment pas à rougir. Par contre, j'ai pas payé le prix. Ma copine, une de mes copines par exemple, qui n'a fait que de la comédie, vit toujours aujourd'hui dans un petit studio avec un clic-clac parce qu'elle n'a pas le choix, les 2 petites plaques chauffantes parce qu'elle n'a pas réussi à autre chose, et elle n'a pas fait de gosse parce que pour sa carrière elle ne pouvait pas en faire. Et elle n'a pas fait une super carrière par rapport à la mienne. Moi j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un tas de choses, et en plus j'ai fait le kéké à la télé. Donc c'est un choix. En politique j'ai le même problème. Je connais des gens qui n'ont fait que de la politique toute leur vie. Alors ils sont arrivés à un petit niveau. Aujourd'hui ils ne font plus de politique. Ils ne sont plus rien. Tu penses à un mec qui aime les montres? Je pense à un mec qui aime les montres. Avec qui tu as fait une campagne il n'y a pas si longtemps. Oui, je pense à plein de gens comme ça qui, en dehors de la politique, n'existent plus. Moi, en dehors de la politique, j'existe. Oui. Eux, non. Et pour le citer lui, ton aide, ça va être le rapport humain, le coup de main à un moment donné, tu t'entends bien avec, et puis tu vas faire une campagne et après... Tant que je découvre pas que ces gens-là sont des pourris, pourquoi je les aiderais pas? Ben, je sais pas, ma question c'est celle-là, c'est que tu pourrais dire j'en sais rien, je suis communiste, je veux aider que des communistes. Non, sûrement pas. Non, mais on dirait que la logique de tes engagements théâtraux ou politiques, elle est sur des rencontres humaines. Oui, uniquement. Ah oui, mais c'est très curieux, parce que ça peut donner l'impression que tu vas zigzaguer. Ça donne l'impression. Si tu rencontres un mec ça donne l'impression que les gens valent. Moi j'ai toujours refusé, par exemple, j'ai refusé de tourner avec Johnny Hallyday. À une époque où on me disait mais t'es fou, tourner avec Johnny, j'ai refusé. Il fallait que je prenne des claques dans la gueule, comme je savais qu'il recommençait 15 fois la scène, ça m'intéressait pas. Mais au niveau de ma carrière, j'aurais dû. Oui. Mais alors là où il y a une continuité quand même, c'est que tu choisis plutôt la comédie. Non, la politique c'est pas de la comédie. Non, je parle du théâtre. Tu étais plutôt sur des rôles de comédie, c'est ce que tu préfères. Moi, pourquoi To be or not to be, c'est pas trop mon truc. Les trucs alambiqués, profondément intéressants dans la conjecture de ce que tu racontes. Et c'est pourquoi? C'est parce que tu trouves qu'il y a de la dérision? Parce que ça me gonfle. Enfin, t'arrives pas à prendre ça au sérieux? Non, ça me gonfle. Un truc comme ça, je vais déconner. Je suis incapable. J'ai essayé Antigone, j'ai essayé tout ça. Je suis pas terrible en tutu. Au cours Florent, t'as du temps à manger. Cours Simon. T'as du temps à manger. Ouais, mais j'avais 20 ans, donc c'était pas pareil, puis c'était pour apprendre. Oui. Quand t'apprends, ton faisceau de regard est plus large. Après, en fonction de ce que t'aimes, tu restreins. Moi, je suis plus dans la comédie, c'est clair. Et ça veut pas dire que la comédie n'est pas profonde. Et alors, revenons à notre question. Mais ça fait aussi partie de ma vie. Les gens me prenaient pas au sérieux. Pourquoi? Depuis 2001, je suis chevalier des arts et des lettres. Oui. Les gens ne le croient pas encore aujourd'hui. Ils disent, mais attends, pas toi. Tu peux pas, toi, être chevalier des arts et des lettres. Arrête, tu l'as acheté où? Oui. Ah non, excusez-moi, je suis chevalier des arts et des lettres. C'est ça qui m'amuse. Oui, de pas être tout à fait là où on t'attend. Pas dans l'image de ce que les gens se font de quelque chose. En politique, j'ai eu beaucoup de soucis pour ça.
Oui, et puis comédien politique, le politique a assez de mal avec son image pour que si on ajoute comédien, ça soit réglé d'avance. Je fais pas sérieux. Ça doit correspondre à quelqu'un de sérieux quand tu dis des choses intelligentes. Les gens aujourd'hui, il y a des gens encore qui croient pas que j'ai écrit mes 5 livres. Oui. C'est pas possible, je suis analphabète moi, officiellement. Et alors, je reviens à ma question de départ. Comment tu te retrouves à Bondoufle? Alors je me retrouve à Bordeaux parce que j'avais monté à l'époque une association qui s'appelait le Club des Trois Âges, où je m'emmenais des petits vieux en moto au bol d'or. Oui. Donc on mettait des petits vieux à l'arrière des motos avec des bikers et on emmenait des petits vieux au bol d'or. Ça avait plu à une dame... À Paris, tu faisais ça? Entre Paris et le bol d'or et Bondoufle. Pas Bondoufle. Non, mais l'association, tu habitais où à ce moment-là? J'habitais à Paris. Et du coup... T'as 20 ans? Ouais, j'ai un peu plus de 20 ans, je rentrais du Tchad où j'avais fait la guerre. T'as fait l'armée en fait? Ouais, j'ai fait l'armée, mais il se trouve que j'avais un brevet de pilote d'avion, donc plutôt que de rester en France, je suis parti au Tchad en faisant mon service militaire, en étant prévenu que si jamais il m'arrivait un pépin, j'aurais été considéré comme déserteur. Compliqué. Ouais. C'est une époque où il y avait Hissène Habré, je vois bien, qui avait enlevé une dame qui s'appelait Françoise Claustre. Et il fallait un mec discret qui accompagnait des types qui s'appelaient Monsieur Jorniac, je crois à l'époque, entre Djamena, ex-Tombalbaye, parce que quand je suis arrivé ça s'appelait Tombalbaye, 2 jours après ça s'appelait Djamena, et entre Djamena et le Tibesti. Oui. Bon, on va pas s'égarer parce que si on se demande comment il y a un lien entre le théâtre et ça, on va pas y arriver. Qu'est-ce que tu fous à Bondoufle? L'association qui emmène au bol d'or est repérée par une dame qui était une politicarde du coin, qui savait qu'il y avait besoin d'un directeur de MJC de maison de quartier à Bondoufle et qui m'a proposé le poste. En quelle année? Je sais plus. Honnêtement, là, ça commence à être fatigant. Je crois 89 de mémoire. Alors, comédien, tu passes avec Bougrain. Ah, mais ça, c'est autre chose, ça. Là, tu passes la nuit des Lions d'Or. Ouais. Là, t'es tout jeune. Hein. Ouais. Là, t'es chez Madame Jean. Ouais. Là, c'est apprenti, en fait. Ouais, après les cours Simon, j'ai pas d'orgueil. Donc à Bondoufle, il y avait des cours de théâtre, même en tant que directeur local, en tant que petite notabilité locale, je me suis inscrit au cours de théâtre de Bondoufle. T'avais quel âge? Une vingtaine? Ouais, une vingtaine d'années. Ça, c'est un sketch que j'ai écrit moi-même, qui était pas mal d'ailleurs à l'époque. Oui, et qu'est-ce que tu fous à la télé sur ça? Je sais plus. Et on arrive à... Voilà, tu fais des raccourcis. Les records du monde en 79, je suis rentré, pardon. Ouais. C'est pas 89. Et les records du monde, c'est entre les années 79 et 85 en gros. 7 mai 83. Voilà. Là, si on borde, en 79, t'es... je prends le poste de directeur de maison de jeunes. Alors qu'ils n'arrivaient pas à en trouver un, parce que ça faisait... En 2 ans, ils avaient usé 6 directeurs. Et si on borde de l'autre côté, en 89, tu fais l'Halle du Roc. En 89, je me présente contre le maire de Bondoufle, je perds. Et Jacques Guyard me récupère à la Halle du Roc d'Evry, qui avait été montée sous mon impulsion. Oui. Ça, c'est les records du monde. Voilà, parce qu'on te voit chez Jacques Martin, tu as un petit mot qui est marrant d'ailleurs, parce que tu dis il y a que des records du monde tenus par les Américains. Ouais. Donc les Français, on va faire un... J'étais très franchouillard à l'époque, ouais. Je suis toujours d'ailleurs. Et ça m'amusait beaucoup de faire des records du monde aussi forts et aussi bons que les Américains. Ce qui nous donne... Ah tiens, ça s'est intercalé. Voilà, t'es avec Jacques Martin, oui, j'étais passé t'es beau gosse avec... 3 fois chez Jacques Martin. Et Frisé. Ouais. Et nous voilà avec le nounours... Ça, c'est le record du monde du plus gros nounours du monde. Voilà, en 83. Ouais, qui était assez sympa. Et alors, je t'en ai déjà fait parler, mais c'était pas enregistré. Pour faire court et pour te faire chier un peu, parce que tu sais que je connais bien ce sujet-là, c'est pas très pédagogique en fait, c'est un peu jouer, emmener des gens, alors, est-ce que c'est un peu futile. Mais la futilité... Je le dis exprès pour te faire chier, ouais, bien non, sûr. Mais en plus, ça me fait pas du tout chier, tu te comprends. La futilité est très pédagogique. Ce qui est important dans la vie, c'est pas l'essentiel, c'est le superflu. L'essentiel, ça te permet de vivre. Ouais, enfin, le superflu, ça te permet d'exister. Oui, tu as raison, sauf que pour faire un nounours qui passe chez Jacques Martin... Moi, je trouve ça marrant. C'est pas superflu, au contraire, c'est plein de rêves. Tout le monde a eu son petit nounours. Moi, j'étais très fier de ce record du monde. Ça a redonné du rêve dans les yeux des enfants. Un gosse de 3 ans qui voyait un nounours de 3 mètres de haut, c'était génial. Voilà. T'es arrivé dans une ville nouvelle,
Oui. Qu'est-ce qui était nouveau? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? Dans la ville nouvelle, Ouais. À tes débuts et plus tard après. Qu'est-ce qui était à Bandoufle en 79? Il n'y a rien. Tu fais tes courses à Évry, ouais, je mets le conseil. Et c'est une ville à l'américaine, ça te fait rêver ou Je bouffais souvent au Novotel d'Évry qui servait une salade jusqu'à minuit. Oui. Donc comme je finissais mon boulot en général à 11h30, j'arrivais juste au Novotel pour bouffer la petite salade avant de repartir. Oui. Et je dormais souvent sous le lavabo de la maison de quartier. Et tu avais l'impression que c'était une vie qui n'était pas celle de Paris? Qu'est-ce qui était particulier? C'était un truc en pleine explosion. Et ça t'excitait ça, Mais oui, que c'était ça... excitant, il y avait tout à faire. Et tu peux décrire un peu? Il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'animation, il n'y avait que dalle. Mais je me souviens, j'ai refait en 79, en 80, j'ai fait le premier carnaval de la ville nouvelle, ça n'existait pas. Donc avec des chars, avec des gens maquillés, avec des fleurs en papier, avec des majorettes, etc. Il y avait encore Évry Animation sur l'Agora. Il y avait des maisons de quartier qui connaissaient Il y avait des un peu. pseudo-animations qu'à l'époque un dénommé Baudouin, maire adjoint, essayait de faire. Oui. Bah oui, il y avait Bagnols dans l'équipe, il y avait Ouais, Maz, il y avait tous les gens qui sont toujours là. Avec qui j'ai fait pas mal de choses à l'époque aussi. Voilà, et donc le lien Bandoufle-Évry se faisait ou c'était deux mondes différents? Moi, je l'avais fait. Mais c'était une guerre politique énorme entre Marcy, qui était très placé, très à droite, et Guyard Co, qui était à gauche. Et donc c'était la guerre. Et donc justement, moi j'ai profité de ça, puisque Marcy n'avait qu'une idée, c'est de faire la nique à Évry au niveau de la culture. Donc ils sont tombés sur un mec qui était prêt à faire plein de choses, donc je l'ai fait, quoi. Et ce qui était nouveau, t'es venu habiter à Bandoufle, à Évry Alors ça a été compliqué. Marcy, au bout d'un moment, m'a filé un logement que je payais très cher. À Bandoufle. Et sinon, non. Et alors, ce qui était nouveau, c'est aussi la vie, je disais, à l'américaine, les cinés, les bowling, ah oui, ça le centre commercial, ça te fait rêver parce que t'es tout jeune ou... Moi, ça me fait pas du tout rêver, parce que le centre commercial, j'y mettais sans doute pas les pieds. Le théâtre ici, non? Le théâtre, j'y mettais pas trop les pieds non plus, parce qu'à l'époque, c'était un théâtre très élitique, très intelligent. Moi, je faisais plutôt venir des petites pièces de théâtre dans ma maison de quartier. Oui. Pour que les gens, justement, accèdent au théâtre de proximité. Et en même temps que je faisais des pièces de théâtre, je faisais aussi des matchs de catch. Dans la maison de quartier? Au gymnase. Toujours à Bandoufle? Toujours à Bandoufle. Et je participais en tant que catcheur. Je m'appelais Fifi Brin d'Acier quand j'étais gentil et Dr. Von Braun quand j'avais un masque de méchant. Il y a quelques vidéos qui circulent sur Internet. J'espère bien. Hein. Ouais. Si, il y en a eu. Et t'as l'impression d'avoir participé à cette expérience de nouveauté? Non seulement j'ai participé, mais je l'ai même créé. Sur la ville nouvelle, tu trouves qu'il y a quelque chose, la culture a changé à Bandoufle entre une logique de campagne et... c'est clair, parce que moi j'ai beaucoup monté d'animation, d'implication. C'est-à-dire que j'impliquais la population au maximum dans les actions. Donc on a fait des trucs de fou, des soirées cabaret à 900 000 personnes, avec le club de tennis qui se déguisait en majorette, avec plein de trucs qui faisaient que la population participait au vivre ensemble. Oui. Parce que Jacques Guyard est bien repéré de ma part d'ailleurs. Et le revers de ma question magique, qu'est-ce qui... Ah, ça c'est une question magique? Ouais, c'est en quoi c'était nouveau? Parce que qu'est-ce que tu as fait de nouveau dans une ville nouvelle? Quand j'aurai fini de la poser, cette question à 50 personnes, tu verras que ça a un effet magique. J'ai fédéré des gens qui n'étaient pas nés et qui n'avaient pas vécu au même endroit. C'est-à-dire que j'ai essayé de créer des liens d'animation, de culture, de vivre ensemble avec des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, qui débarquaient de partout et qui ne se connaissaient pas, donc qui vivaient chacun dans leur propre univers, qui est encore des miasmes de ce qu'ils avaient vécu avant. Et donc moi j'ai fédéré tous ces gens. Par la culture? Par la culture, c'est un grand mot. L'action culturelle, par le vivre ensemble à travers des actions communes. Ce que tu avais fait depuis ta jeunesse? Ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, faire des choses avec les gens ensemble, trouver un lien fédérateur d'existence. Et ce qu'on retrouvera dans la Halle du Rock, qui est aussi une petite nouveauté quand même. Qui est complètement un truc qui est justement basé là-dessus, qui n'est pas basé sur la consommation, mais sur l'implication. Et le revers de la question, c'est qu'est-ce qui serait nouveau demain dans une ville nouvelle comme ça? Retrouver ça, qui est complètement perdu. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une gestion Word Excel. Si tu rentres dans le cadre du Word Excel, c'est bon. Et l'administration, tout est dans le Word Excel. Il faut être rentable, il faut être efficace dans la rentabilité et pas dans l'humain. L'humain, de plus en plus, disparaît
du vivre ensemble. Et tu penses que... Aussi bien dans la consommation du centre commercial, donc ta consommation de jour, que dans ta consommation affective, que dans ta consommation culturelle. Et tu as l'impression que ce retour-là, il peut arriver comment ? Alors je ne sais pas s'il peut arriver, on a encore quelques-uns à se battre là-dessus, mais j'ai peur que nous rentrons dans un monde unipersonnel où chacun s'occupe de sa gueule, et surtout pas du voisin. Parce qu'en plus, s'occuper du voisin, c'est une ingérence dans la vie privée. Et donc tu penses que on inverse les choses. Ce que tu as fait en 79, j'ai oublié de dire, une radio aussi. Oui, une radio locale, ouais. Ça pourrait plus se faire aujourd'hui ? Ah, ça devient compliqué parce qu'à l'époque, tu pouvais monter une radio locale en 81 comme je l'ai montée avec pas grand-chose. Avec des gens, un petit bout de ficelle, une antenne qu'on avait installée sur le toit, et roulait. Aujourd'hui, il faut de plus en plus d'argent, il faut de plus en plus d'autorisation. Il faut rentrer dans le cadre. Si tu rentres pas dans le cadre, aujourd'hui, si jamais tu prends un fromage qui n'est pas labellisé 15 fois, qui a 15 coups de tampon, etc., tu peux pas le manger, tu te rends pas compte de tout ce que tu risques d'attraper. Et ben, il y a une aseptisation malsaine qui fait que tu peux plus faire grand-chose. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit épisode de Monsieur Philippe Pasco commence à être une célébrité locale, alors on peut être bondoufloise. Non, mais tu es départemental. J'ai fait pas mal de choses. J'ai un truc vachement dur dont je suis toujours fier. J'ai refait le premier Miss Essonne du département avec une nana formidable qui s'appelle Geneviève de Fontenay, par exemple. J'avais fait pas mal de petits trucs déjà. Et tu te retrouves pas un peu enfermé en province bondoufloise et sans contact avec Paris, ou tu continues à être comédien et tu côtoies du spectacle et ça te fait du réseau? En même temps que je suis directeur de la MJC de Bondoufle, je continue à faire le petit con dans quelques trucs à la télé, à droite et à gauche, où j'ai même joué Madame Baudouin à l'époque, monter des pièces de théâtre, et je me suis retrouvé figurant sur une de ces pièces. Oui, là on est dans le théâtre de la Grâce, donc j'ai toujours continué. Donc quelque chose d'intellectuel. J'ai jamais voulu ne faire qu'une seule chose à la fois pour ne pas m'enfermer dans un truc. Et il y avait un sous-entendu dans la question d'avant, c'est que tu fais, on va appeler ça action culturelle à la maison de quartier de Bondoufle. Tu n'as pas de velléité à monter des choses de théâtre à Évry, dans le théâtre d'Évry? Tu essayes ou tu te rends compte que c'est mort d'avance? Aucune velléité. Aucune. Non, je me fous. C'est parce que tu sais d'avance que c'est cuit et que tu es face à des gens ici, dans la... Non, c'est pas une scène nationale à l'époque. Parce que j'en avais envie, c'est tout. Parce que Madame Baudouin me l'avait proposé et qu'il n'y avait aucune raison que je n'accepte pas. Non, c'est le contraire, ma question. C'est, est-ce que, comme tu montes des spectacles, tu pourrais avoir envie qu'ils soient montrés dans un lieu un peu plus prestigieux? Ah non, ça je m'en fous complètement. Et ça pourrait valoriser les gens qui participent. Mais c'est quoi le lieu prestigieux? C'est pas l'endroit qui est prestigieux quand tu fais quelque chose, c'est ce que tu fais. Donc moi je suis parti pour le principe que même si tu fais un truc dans une grange, si jamais il y a un contenu intéressant, les gens viendront, point barre. Oui, mais ma question c'est le rapport que Bondoufle, dans un petit truc local, peut avoir avec la ville un peu plus grosse. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Pourquoi tu veux que je me pose ce genre de questions? En tant qu'animateur socio-cul, j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'importe c'était de faire des choses. Parce que après ça c'était politique. L'échelle de gens, tu peux t'adresser à 20 personnes et tu pourras avoir envie à un moment donné d'en toucher 200. Mais on est à combien de bornes d'Évry, Bondoufle? C'est à peine à 5 km. Pour ça. Les gens ils ont qu'à venir. Quand je montais des trucs sur Bondoufle, les gens d'Évry venaient. C'est aussi ça. Faire de la culture, c'est pas forcément la concentrer dans des endroits dits importants. Oui. Quel est le problème? Moi j'ai aucun problème par rapport à ça. Non, moi non plus. Bon ça tombe bien, pas de question suivante. Voilà. Qu'est-ce que tu fous accroché au clocher de Bondoufle? J'avais monté une radio locale. C'est en quelle année? Je crois que c'est en... Je sais même plus là maintenant. 85. Donc la radio locale existe depuis 3 ou 4 ans. J'avais monté une sortie de secours dans les locaux de la maison de quartier avec des gens fantastiques, etc. C'est là-dedans qu'il y a... le comédien connu de Riss que tu m'as dit que tu as foutu dehors, non? C'est Canal 102, c'est après. Canal 102, c'est dans la Gorge. C'est à Évry, c'est Banoux qui m'avait récupéré derrière. Donc la sortie de secours, c'est là où j'ai produit le dernier disque de Moustache. C'est les radios libres? C'est les radios libres. Juste avant Mitterrand, tu mets une antenne et hop, on est parti. Exactement, c'est avec la sortie de secours qu'on a fait les records du monde en 83, etc. Et t'as pas de culture radio, c'est parce que c'est dans l'air du temps et c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir. T'as un pif qui sent le truc. De nommer Jean-Marc Collet, Thierry Antigny, plein de gens qui sont venus me voir pour dire tiens, si on faisait une petite radio locale, et j'ai répondu oui.
Et c'est parti en vrille, et d'une petite radio locale, on est devenu une radio départementale, et puis on a fait les recos du monde, on a produit Moustache avec Jean-Perron Garvaneuf. Là, tu es toujours directeur de Je la... suis toujours directeur de la MJC. Et c'est dans les locaux qu'on a fait la radio locale, sans le dire au maire en plus. Tu fais pas d'émission, toi, tu Si. coordonnes, si, un peu? Si, je fais aussi, parce que faut se dire que c'était une radio associative où tout le monde peut venir, que souvent il y a des gens qui venaient pas, quoi. Donc il Oui. fallait les remplacer. Donc tu faisais de l'antenne faisais de avec ta tchatch, Je faisais de l'antenne aussi. ça t'entraîne. Ça m'entraînait. Donc là, on est en 80 et en... 81, voilà. Et donc en 85, j'avais toujours pas ma dérogation. Parce que moi j'étais... Ça fait 4 ans qu'elle dure, la Ouais. radio. Je n'étais ni maqué, alors qu'on avait fait les dossiers et tout, et j'étais ni maqué par un parti politique, ni maqué par un centre commercial. Et donc j'ai décidé de faire une grève de la faim dans une caisse en haut du clocher de l'église pour qu'on nous accorde la dérogation, ce qu'on nous a donné au bout de 12 jours. Et alors, c'est pas de la taquinerie, prenons ce que tu as fait très au sérieux. Oui. Comment est-ce que tu te réveilles le matin en te disant comment je vais faire chier, ou c'est en discutant avec des potes autour d'un Alors, je verre réfléchis toujours à savoir le plus efficace du moins emmerdant. de dérangement. Oui. Et donc monter dans une caisse en haut du clocher, d'abord j'ai un mec que je connaissais bien, que j'ai connu quand j'avais 14 ans, qui lui avait fait d'autres trucs comme ça, mais dans une église aussi. Et donc je me suis dit, quelle est la meilleure façon de déranger le moins de monde possible et que ça marque médiatiquement le plus. Or, un clocher d'église dans un village, tu le vois le matin en partant et tu le vois le soir en rentrant. En s'accrochant après le clocher d'église, j'étais sûr que tout le monde le verrait et que ça déplacerait le moins de monde possible. Donc voilà, c'est parti de là. Et t'es été voir le curé pour lui demander? Alors j'ai été voir le curé en douce, qui s'appelait le Père Noël. C'est pas une blague en plus, il s'appelait vraiment le Père Noël, qui m'a donné les clés de l'église en douce, et j'ai fait ça en douce. Et ce qui se passe, c'est que tu t'accroches, tu te poses dans une caisse. On met deux troncs d'arbres. On le voit hein, sur la vidéo, mais deux troncs d'arbres. T'as une équipe qui t'aide en fait. Ah bah oui, heureusement, j'ai une équipe, un docteur. Je fais toujours les choses avec folie, mais tout en étant un peu cadré. Oui. Oui, comme ton record de traversée en feu. C'est toujours, je suis fou, mais avec raison. Donc c'est étudié, mais il faut quand même le faire, quoi. Je suis resté 12 jours dans la petite caisse. Et alors, ce que j'ai le plaisir à te redire encore, c'est un peu cabot, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est aussi fait pour montrer ta gueule. Oui, c'est ce qu'on dit que, toujours. Et que même si t'as pas la radio, au moins on a parlé de toi. Oui, ça j'assume. Pasco. J'assume totalement cette chose, mais expliquez-moi. C'est parce que c'est un peu vrai, c'est ça que tu veux dire, mais ça n'empêche que tu te battes pour quelque chose. Mais oui, et en plus de ça, expliquez-moi comment on peut faire autrement. Ouais. Merci. Non, mais il y a plein de façons de faire. Non, dites-moi. Ouais, si tu fais un tract, on le distribue aux gens. Non, les gens ont aussi besoin de personnaliser les choses. Quand tu as compris ça, après c'est comment et pourquoi tu le fais. S'il n'y a aucune honte à se servir du système, c'est comment on se sert du système. Il n'y a aucune honte à avoir du pouvoir, c'est comment tu partages le pouvoir. Il n'y a aucune honte à gagner de l'argent, c'est comment tu distribues cet argent. Il ne faut pas lutter contre le système, il faut se servir du système pour mieux le baiser. Oui. Les gens qui disent ouais mais tu aurais pu faire autrement, tu aurais pu moins mettre ta gueule en avant. Dis-moi comment. T'as vu, c'est bizarre, il y a un blanc. Ah non, mais j'ai plein de solutions. Allez-y. Je me suis pas accroché Faites-le. Au clocher. Hein. Faites-le. Moi, j'essaie de trouver des trucs qui conjuguent le médiatique, ce que demandent les gens. Oui, de ce point de vue-là, là, j'aurais pu faire une ça a l'air d'être une flatterie, mais de ce point de vue-là, tu as bien anticipé notre société 20 ans avant. On voit ta petite tête, tu vas t'accrocher. Avec mon petit frère à côté. Ouais. J'aurais pu faire une manif, défiler. Ça n'aurait servi à rien. Là, ça a marqué les esprits. Et au bout de 12 jours, ils ont cédé. Tu passes devant la caméra. C'est pas grave. Ah oui. Ça, c'est déjà là à Duroc, ça. Ça, c'est avec l'abbé Pierre. Là, je sais pas, il a été chercher toutes ces photos. Ah, le clip qu'on a fait. Alors là, on est dans un truc qui est intéressant parce que on peut faire la transition. Ouais, c'est à Évry. Il nous manque de raconter comment de sortie de secours tu passes à la radio ici.
Parce qu'en fait, on commence à deviner comment tu deviens la Halle du Rock. Parce là, que... je suis toujours directeur de la maison de quartier, mais j'avais commencé à me battre pour monter la banque de donneurs de Moelle-Osseuse. Donc ça, c'est dans le cadre de la banque de donneurs de Moelle-Osseuse. Attends, de animateur de maison de quartier, Là, la radio. Je suis toujours animateur de maison de quartier, là. Oui. Pendant ce truc-là. La radio, une première radio et la seconde... La seconde, c'est après. Oui, mais c'est avant la Halle du Rock, c'est avant 89, la seconde radio. La seconde radio, c'est après 89. Ah d'accord. Ouais, je sais. Comment en sortie de secours, l'enchaînement au clocher et la Halle du Rock, en tu continues 89, je me suis présenté contre le maire de ma ville qui ne voulait absolument pas développer la culture, qui lui politiquement avait réussi son coup avec moi. Bondouf. Mais qui voulait surtout pas qu'on aille plus loin. Il est à droite. Allez, il est bien à droite. Lui. Et tu es encarté quelque part? Donc je suis encarté nulle part. Moi. Si j'ai été encarté 6 mois au RPR, après je me suis passé. Oui, on a un petit copain commun qui... J'ai été encarté 6 mois au PS, je me suis fait casser. Je suis pas, en fin de compte, je suis pas un homme de parti, je crois. Et en 77, Guyard arrive comme député. En 79, tu es à Bondoufle. Ouais, tu vas croiser des gens du PS qui viennent te draguer un peu. 79, j'ai bossé avec un type qui s'appelait Bernard Ponce. J'étais journaliste dans son journal Essonne Info, qui est un journal départemental. C'est là que tu croises François Joseph. Non, il travaille avec Ponce. C'est après François Joseph. C'est plutôt à la ville à ce moment-là. Ouais, c'est puisqu'il a travaillé avec Ponce. Et donc j'ai écrit dans ce journal Essonne Info alors que j'étais analphabète. Là c'est le défi à chaque fois, le point commun. Toujours un défi. Le premier article, je me suis enfermé 8 jours dans une tente dans je ne sais plus quel endroit pour écrire l'article. En achetant plein de journaux pour savoir comment on faisait. Et j'ai réussi à écrire ça. C'était sur Jean Becker, qui était un sculpteur à Milly-la-Forêt, je me souviens. Et j'avais fait une page quand même sur le monsieur, c'est-à-dire 5 colonnes pleines, etc., etc. Et j'étais foudrage parce que quand le journal est sorti, ils avaient mis sa mort avant sa naissance. Ah oui. Donc ils n'avaient pas pris les bons feuillets dans le bon. Donc j'avais passé 8 jours comme un fou pour pas grand-chose. Et là, Milly-la-Forêt, c'est ta mère, un contact avec un sculpteur? C'était que j'étais passé devant, que j'avais vu ce mec-là et j'avais été frappé à sa porte. Toujours le culot. Derrière, en lui faisant croire que j'étais un super journaliste. Et donc il m'a accordé une interview. En quoi consistait le journal de Ponce? Bon, lui, c'était un journal, à mon avis, de propagande. Moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Qu'il fallait pas que je dise. Oui, c'est Moumoun. Et Zouzou. T'as vu, je travaille avant de venir. C'était le nom du ministre dont il fallait absolument pas dire. Tu veux dire, vu le surnom, il avait une vie qui n'était pas avouable. Ma question, c'est comment tu te politises ou comment tu rencontres la politique? Parce qu'à un moment donné... Il repère qu'à Bondoufle, tu fais quelque chose et le PS vient te chercher? Ah non, j'ai eu des longues discussions avec Jacques Guyard au démarrage. Mais comment tu le croises? Ah bah c'est lui qui vient me chercher. Voilà, il voit qu'il y a un truc à Bondoufle avec un mec qui se remue. Il comprend pas que je fasse des trucs humains avec un type qui s'appelle Marcy. Ce qui peut se comprendre comme remarque. Donc il est venu me voir, au départ je ne l'ai pas écouté. Et après je me suis aperçu que ce mec-là était sympathique. Et donc j'ai signé, je me souviens, ça a fait un clash dans la ville. J'ai signé pour soutenir sa candidature aux législatives. Donc on est en 77? Ah non, c'est après. Je sais plus, ça doit être 7 ans plus tard. Je sais plus, mais ça a été assez chaud avec le maire à l'époque. Parce que t'aurais dû être neutre et tu l'as pas fait. J'aurais dû au moins appeler à voter Marcy, puisque c'était mon employeur. Et Marcy se présentait... contre lui. Donc, en 84, c'est le moment où Guyard va être maire. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Ouais. Et là, c'est juste un rapport humain au début, le contact. C'est parce que je pensais que ce mec-là apporterait plus à la ville et à la ville nouvelle que ce que Marcy pouvait apporter. Et tu avais remarqué des choses qu'il faisait? Tu n'avais peut-être pas envie d'être dans une maison de quartier d'Evry? Non, c'est aucune histoire de carrière, parce qu'au contraire, si jamais j'avais été carriériste, j'aurais surtout pas signé ce genre de truc. Bon, si, et puis tu aurais pu juste après l'élection être directeur de maison de quartier à Évry. Non mais ça m'intéressait pas. Non mais tu vois, c'était... Oui mais c'est pas mon truc. C'est pas ma cup of tea, moi je m'appelle pas... Et ton nom que je connais. Il t'a proposé d'être sur une liste plus tard? Oui. Pas du tout, j'ai monté ma propre liste. À Bondoufle. À Bondoufle. Oui, là, il aurait pu, excuse-moi, sauf ton respect, monsieur, non, t'instrumentaliser, parce que mettre un caillou dans la chaussure de Marcy, ça a tout un intérêt pour lui. Mais non, puisque je me suis présenté contre la liste d'Yves Atout, qui justement n'est jamais devenu élu à cause de moi. Et logiquement, si j'avais voulu faire une carrière, j'allais sur la liste d'Yves Atout. Oui. Donc j'ai monté une liste citoyenne.
Et tu veux dire, Allez. ça a refait passer Marcille parce que ça a Ah, ça empêché a la refait gauche de passer, gagner. Oui, c'est clair. Et Guyard, t'en as voulu? Non, au contraire. Il va tout, on a voulu. Oui. Mais il a fait une autre carrière derrière. Parce que Guyard voulait pas Je sais pas. d'opposants un peu Je puissants dans ne les sais pas, villes je me suis alentours. aperçu après qu'il y avait des magouilles entre la droite et la gauche sur la ville nouvelle. D'accord. Des restaurants où ils se réunissaient pour se Ouais. partager le gâteau. Voilà, la ferme et du Bois-Briard, il Et paraît. ne pas s'agresser. À la les ferme uns du les autres. Bois-Briard. Il y a des endroits sur Évry, sur Saint-Try, où il y avait des petits restaurants où ils se réunissaient. J'ai appris ça, tout ça après. Je suis même tombé par hasard dessus une fois. Et qu'est-ce qu'il y a à Courcouronnes à ce moment-là? Il y a Briantais? Non, il y a Briantais, avant qu'il y ait Braga. Voilà. Et Briantais, il a un profil pas comme le tien, mais d'être quelqu'un qui est un habitant au Alors, début, Briantais, lambda, qui petit à petit fait de la politique. Ouais, c'est ça. Enfin, bon. Tu peux être neutre, mais je veux dire, c'est pas un... Guyard vient, le PS l'appelle Briand- et lui propose d'être sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire comme Ouais. différence? Briantais, il part du terrain quand même. Ouais, mais enfin, Briantais, c'est parti de ce que j'appellerais les anciens magouilleurs politiques. Ça va venir après. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un type qui habite le territoire et qui C'est connaît vrai. le territoire. Plus Contrairement- que Guyard. Hein. Contrairement à Guyard. Et t'as ça aussi, c'est-à-dire en 79, si tu te présentes en 84, tu commences à connaître le terrain quand même. Oui, bah, je connais plus que le terrain. Je vais passer 24 heures sur 24 sur le terrain, samedi, dimanche compris. Tu croises pas des gens de Lys, de Courcouronnes qui sont élus Si, j'en croise de temps en temps, mais... Il n'y a pas de lien forcément. Non, il y a Ta pas... vie, elle n'est pas de politique Non, locale. ma vie n'est pas en politique. Ma vie est dans le vivre ensemble avec les habitants de Lys, de Courcouronnes, d'Évry. T'as déjà des enfants là? Je crois. Hein. Dans les années 80, ils vont à l'école dans le coin? J'en ai un. Oui. Ils vont à l'école dans le coin? Non. Ah. C'est mon épouse qui était à Lille. D'accord. Alors on est presque arrivé à la transition. Comment, puisqu'on est en 84-85, tu dis que tu te présentes sur une liste qui empêche, qui permet à Marcille de repasser. C'est Ouais. pas comme ça qu'on va le présenter, mais C'est ça. C'était pas ton souhait. T'aurais voulu. Bah non, j'aurais Gagner voulu quelque quitter, chose. mais bon, j'ai pas à me plaindre. Hein. Tout le monde me donnait 2% et j'ai fait 26%. Et il te vire de la maison de quartier? Je démissionne. Ça paraît 89. logique. Ah, 89, il faut un peu de temps. Ouais, 89, je démissionne. Ouais, je me suis présenté en 89 contre Marseille. Ah, d'accord, c'est pas 84. Ouais, il faut remplacer tout avec moi. Ok. C'est simple. Et la Halle du Roc arrive comment? Eh ben, je suis resté 6 mois sans travail, au chômage, sans argent. Puisque quand tu démissionnes, tu n'as droit à rien. Et il y avait un truc qui s'appelait la Halle du Roc, qui avait été montée sous mon impulsion à Évry, etc. Et Jacques Guyard m'a proposé d'aller y travailler pour me tenir. Et il y a un mec qui s'appelle Potier avec qui tu le montes? Ah non, c'est Potier qui monte ça sans moi au démarrage, D'accord. en repiquant mes idées. Et il est toujours à la Halle du Roc avec toi aujourd'hui? Non, Potier il est mort, il est décédé. Il n'y a pas très longtemps? Pas Patrick, non, Oui. c'est pas Potier qui s'appelait. Patrick Potier il est venu après, non. Non, c'est pas Potier qui s'appelait. Comment il s'appelait Le type avec qui tu l'inities? Ouais, il a épousé Jacob, Patrick. Non, Patrick, il bosse toujours à la Halle du Roc. Mais il y a un autre mec qui était Vous avec êtes deux moi. au début à faire le Non, truc? je suis tout seul. Tout seul. Et je récupère une nana formidable qui s'appelle Pauline Mackenzie, Oui. qui avait été embauchée à la CA, qui savait pas quoi faire et qui était gardienne de caravaning. Oui. Attends, je vais te le Et avec retrouver qui j'ai tout de bossé suite. pendant 10 ans. Parce que ça me revient, mais j'ai pris des notes, cher monsieur. Gna, gna, gna. Philippe Pasco débauche un gardien de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, C'est ça. Philippe Potier. Patrick Potier. Mais Pour ça créer une s'appelle- structure dédiée aux musiciens avec les moyens du bord, les deux hommes qui étaient alors accompagnés d'une gardienne de camping, Pauline C'est Mackenzie, imaginent un lieu où les musiciens peuvent répéter en toute autonomie. C'est ça. Je sais pas où tu as trouvé ça. Ben parce que je travaille. Bien Comment parce que La là, ce qui structure- m'intéresse avec le la- Potier, c'est que comme c'est un peu toi Ouais. qui monte le truc, qui Ouais. l'incarne, Ah mais c'est clair. est-ce que t'as quand même besoin de mecs qui t'aident? Alors, j'ai- Comment tu t'entends avec eux? Comment mais ils te bah, détestent bah, parce que t'es trop mégalo? Patrick bosse encore avec moi, donc ça fait plus de 30 ans. Pauline, il y a eu un petit souci parce qu'on a eu une interférence. Donc elle bosse plus avec moi, elle a pris sa retraite, elle est partie. Mais en général, les gens, ils restent avec moi. J'ai pas de souci. Donc, Parce que là, les projets que tu montes, à chaque fois, t'as besoin d'aide. mais tu peux jamais rien faire tout seul.
il faut toujours arriver à entraîner des gens avec toi pour arriver à faire des projets. Ils sont bénévoles souvent d'ailleurs. Ils sont bénévoles ou ils sont payés. Ta force de conviction aussi, elle joue. Oui, tout à fait. Et quand tu crois quelque chose, moi j'ai fait plein de choses bénévolement dans ma vie, je continue à en faire. C'est d'ailleurs, comme aujourd'hui. C'est pas un compliment, t'as pas besoin que je te fasse des compliments, c'est là où t'es pas comédien. C'est là où tu fais de la politique vraiment, c'est-à-dire Mais tu peux être quand les gens sincère. disent tu peux être comédien, quand tu t'accroches à l'église, il y a de la comédie, mais il y a quelque chose où tu veux porter quelque chose. Il n'y a que de la sincérité qui est habillée de façon médiatique. C'est pas pareil. Tu peux être sincère tout en étant comédien. Oui, D'ailleurs, un vrai comédien est sincère. Oui. Sinon, quel est l'intérêt? Et là, qu'est-ce qui déclenche que tu aies envie de faire quelque chose autour des studios de répétition? Parce que là aussi, c'est un truc qui n'existait pas, c'est un challenge. Parce que tu n'as pas de rapport avec la musique, tu aurais pu faire un truc autour du théâtre. Je suis nul en musique. J'ai acheté un disque dans ma vie. Oui. C'est pour ça que j'ai monté la Halle du Rock. Enfin, tu m'en as offert. Oui, j'ai monté la Halle du Rock autour de l'être humain. La musique n'étant que le truc en plus. Oui, oui. Et c'est pour ça que ça a marché. Donc moi, les styles de musique, j'en ai rien à faire. Mais je t'avoue qu'au début où j'ai... parce que compilation de 90 que j'ai beaucoup écouté. Ah ouais, putain, le premier CD qu'on a fait. Absinthe, Érogène, Hubac. En fait, la critique intelligente qu'on pourrait te faire, c'est que c'est tellement divers qu'on a l'impression que ça manque du... Si tu compares ça à une maison de production modeste, bénévole, ça manque d'une ligne artistique, parce qu'il y a tout... C'est exprès. Voilà, mais c'est un reproche intéressant qu'on peut te faire. C'est que, moi, tu le dis à chaque fois, c'est le rapport humain qui t'intéresse, mais c'est pas ça qui fait de la création non plus. Mais je revendique ça. Parce que moi, justement, le travail que je faisais n'était pas basé sur l'argent. Non, pas argent, mais tu pourrais avoir quelqu'un qui a un avis artistique qui pourrait dire les petits gars qui font de l'accordéon congolais, ils pourraient jouer avec les mecs qui feraient ça, qui j'en ai fait ça. Oui, mais tu dis qu'à chaque fois, c'est plutôt c'est plutôt un lien humain qu'un choix artistique. Quand j'ai mis des gardiens de prison qui répétaient la Halle du Rock, avec d'anciens prisonniers, et des mecs qui faisaient du reggae, je veux dire, si ça, c'est pas les mélanger, qu'on m'explique. Sauf que j'ai pas eu besoin de monter de concertation avec un psychologue, avec un état d'esprit. C'est pas ce que je te dis. Ce que tu dis, c'est que ce qui fait le lien pour toi et qui est le plus important, c'est le rapport humain. Mais oui, l'être humain. Mais ce que je dis juste, c'est que si tu avais un goût particulier, je sais pas, de reggae, tu pourrais très bien dans un groupe de hard rock repérer qu'il y a un batteur, et pour des raisons musicales, même s'ils s'entendent pas humainement. Mais je m'en fous des raisons musicales. Et ben c'est ça que je voudrais comprendre. Mais j'en ai rien à péter. Vu que tu montes la Halle du Rock, on pourrait penser que... Mais comme la musique, c'est pas un genre, c'est un état d'esprit. Vous n'avez pas compris encore. Moi, j'en ai rien à foutre. La Halle du Rock, il y a des gens qui faisaient de la musique comme des crécelles, qui ont eu autant de droits que les mecs qui faisaient de la musique intelligente. Oui. Encore une fois, la musique, c'est quoi? C'est ton truc personnel. J'ai toujours dit que même si tu tapes sur des casseroles, je prends si tu respectes les règles. Ça, c'est pour jouer, enregistrer, mais pour publier un disque et faire un choix... Mais j'ai publié des choses que personne n'aurait publiées. Quand j'ai publié le groupe RFC, quand on a produit le groupe RFC, Résidus de fausses couches, qui étaient des chauffeurs de bus de la RATP. Que j'ai emmené en Russie. Que j'ai emmené en Russie, qui chantaient des chansons paillardes. Jamais personne n'aurait voulu publier. Quand j'ai publié ces gens-là, je l'ai fait. Et pourquoi artistiquement tu le fais? Il n'y a pas de raison artistique, c'est humain. Quel est le mot artistiquement? C'est quoi artistiquement? La différence artistiquement, c'est quand c'est reconnu, quand c'est pas reconnu. Non. Le type qui fait une sculpture tout seul dans son coin, pour moi, il est aussi artistique que le mec qui est reconnu par 100 000 personnes. Ah bah je vais te répondre parce que c'est un sujet que je connais bien. C'est la différence entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. C'est pas d'être connu ni d'être payé qui fait que tu es un professionnel. C'est quoi? C'est le rapport à ce qui s'est passé avant en fait. Si ce que tu produis je te donne toujours le même exemple. Tu viens et tu me dis tiens, je voudrais faire de la BD, cool. Je voudrais raconter l'histoire d'un aventurier reporter qui aura un petit chien blanc. Oui. Ah bah, c'est possible, tu peux faire ce que tu veux, mais je serais toi, je lirai un peu des bouquins. Oui. Voilà. Oui. Et donc l'artistique, il arrive à partir du moment où tu te confrontes à ce qui est autour. Et très honnêtement, je te dis pas que c'est un problème. Ce genre de discours, je m'en fous. Ouais, mais tu sais, en plus, passer pour un con enregistré, je m'en fous du moment que tu expliques ce que tu fais, c'est ça qui m'intéresse. Comment il y a une ligne qui se fait pas, en fait, c'est une ligne humaine. Voilà, il n'y a pas de ligne artistique, il y a juste une ligne humaine. Après, si vraiment tu jouais comme une crécelle, je prends pas. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs, par exemple, à la Halle du Rock. Pas parce que les mecs, mais parce que les mecs veulent pas respecter les règles. Oui. Et que, en plus, ce qu'ils font, c'est pondu la veille, avec 50 000 fautes d'orthographe. Donc, dans ces cas-là, je leur demande de revoir un peu leur copie. Mais t'as croisé, je te l'ai fait rencontrer, il me semble, Sico.
Oui. qui fait son studio, c'est du bon travail quand même. Oui, il y en a quelques-uns qui font du bon travail, mais dedans, il y a aussi pas mal de déchets, quoi. Oui. Oui, j'ai écrit une chanson, j'encule ma mère, tous les flics, c'est des cons. Assis-toi, en parle. Tu vois. C'est aussi ma liberté de ne pas produire ce que je veux. Oui, et puis ça fait le lien avec ce que tu as fait avant, c'est du lien par la culture entre des gens. Et puis, pour le fait que les gens veulent faire des trucs, pas uniquement pour faire du fric. Alors par contre, sans te pousser à en rajouter, j'imagine que s'il n'y a pas de ligne directrice artistique, si tu permets que je dise ça comme ça, soit les gens à l'agglo en culture vont te prendre de haut, C'est ce qui s'est souvent passé, ouais. voilà, soit ils vont vouloir te récupérer en disant l'idée est géniale, mais on va le faire bien. C'est ce qui s'est souvent passé aussi. Et Baudouin déjà, dans les années 80-90 Baudouin, Guyard, tous, ils ont tous essayé de récupérer, et j'ai jamais cédé. Par exemple, à Halle du Rock, il n'y a toujours pas de signalétique. Oui, c'est ce que tu dis. Mais pour le studio lui-même, moi je dirais qu'il y a quand même deux choses dans la Halle du Rock. Il y a le fait que ce soit un lieu où on vient répéter avec les règles dont tu parles, la rencontre qui peut se faire, et le moment où tu produis des clips, des disques. Il y a des élus qui, à une époque, voulaient que je fasse... voulaient que tous les parkings, ça marchait tellement bien, ils voulaient que tous les parkings de machin soient des studios de répétition. J'ai refusé, pour pas faire de l'industriel. J'ai des élus qui voulaient que je fasse signer tous les groupes pour pouvoir les verrouiller, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir les revendre. J'ai jamais signé de contrat avec les groupes. C'est le respect de la parole donnée. Et ils n'ont pas réussi à te mettre un adjoint ou un truc qui ils ont fait essayé, que... Guyard a essayé de me contrôler, ils ont tous essayé de me contrôler. Et t'habites toujours Bondouf quand tu es à la Halle du Rock? Non, là maintenant j'habite Bondouf, après Bondouf c'était un peu plus tard. Mais j'habite toujours Bondouf. Et donc la Halle du Rock, c'est avec l'Aglo, Ouais. le SAN de l'époque. La CA, ouais. Donc la Guyard vient te chercher, t'étais au chômage, il dit tiens ce que t'as fait, on peut ce le... truc-là, on n'arrive pas à le gérer. Comment il s'appelait le mec qui avait piqué mon idée, qui est mort depuis. Bon, c'est pas grave. Oui. Donc ils n'arrivaient pas à faire décoller ce truc-là parce qu'il manquait la locomotive. Et indépendamment de ton immense talent, bien sûr, ce que je voudrais te savoir, c'est que il est arrivé un peu la même chose à Mora, il est arrivé la même chose à d'autres gens, c'est-à-dire que la ville nouvelle est en train, on est fin 80, elle est en train de se structurer, et moi, vu de l'extérieur, je trouve ça très étonnant que Mora, c'est un animateur de maison de quartier, qui a monté des cours, qui petit à petit ont grossi, et en fait, l'aglo va le voir et lui dit... ça te dirait d'être le responsable des arts plastiques sur toute l'agglo. À l'époque, ils avaient besoin de talent, il n'y avait personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu créer le truc. Non, mais ils ne savaient pas, ces gens-là, ils ne se connaissaient pas, donc ils ont été chercher. Et ça a été l'intelligence de Guyard. Ah oui. D'aller chercher des gens de terrain qui savaient faire le truc. Ça a été l'intelligence de Guyard. Et Mora, il a développé son truc comme un fou, il a super bien bossé, parce que s'il n'avait pas été là, ça ne se serait pas développé. Oui. Mais dis-toi bien qu'à l'époque, il n'y avait rien. Rien. Oui. C'est nous qui avons créé la culture à quelques-uns. C'est nous qui avons créé l'effervescence de la culture sur la ville nouvelle. Sinon, il n'y avait que dalle. Là, je te suis sur l'énergie et l'envie. Par contre, à quelques-uns, le bémol qui arrive juste après, c'est que faut les mettre ensemble, les mégalos, et il n'y a pas de projets transversaux qui se font. Jamais. En fait, c'est des petites forteresses. C'est des forteresses isolées. On a donné la clé à des petits barons qui vont faire ce qu'ils veulent. Et je reconnais que moi, j'ai toujours bossé tout seul et que j'ai très très peu bossé en collaboration avec la façon dont on voulait le faire. Oui. Effervescence, j'ai jamais participé, je suis jamais rentré dans les groupements musicaux locaux, etc., etc. Parce qu'après, c'était des trucs qui devenaient trop administratifs et ça me gonflait. Oui. Faire 50 réunions... T'aurais pu avoir un autre adjoint de confiance avec qui se tape les réunions et une partie relations publiques. Non, les gens qui bossaient avec moi fonctionnaient toujours comme moi, donc ça ne nous a jamais intéressés. Oui. En plus, l'objectif de ces trucs-là était des objectifs de politique cachée. Et moi, j'ai toujours refusé de faire de la politique dans mon travail. Donc aller dans une structure, parce que pour faire plaisir au maire du coin, on va monter un festival de musique, bizarrement, dans l'endroit... Ça aurait pu, si tu as des groupes ça m'intéressait pas. Absinthe, tout ça, c'est pas mauvais, ils auraient pu... Eux, je les ai jamais empêchés d'y aller. Par contre, c'est vrai que sur les effervescents, à un moment donné, j'ai tapé sur la table. Parce que quand les groupes qui étaient vedettes étaient hyper payés, et que moi, on demandait à mes groupes de payer et de payer leur sandwich, à un moment donné, j'ai tapé sur la table. Quand sur les fêtes du 21 juin, on prenait des vedettes qu'on payait très très cher sur les villes, très très cher, et que les petits groupes de la rock, on exigeait qu'ils viennent jouer gratuitement à 18h pendant qu'il n'y ait personne, j'ai tapé sur la table. Là, on est plutôt dans la période 2001. On est dans la période où les mecs, la Halle du Rock marchait très bien et que tout le monde voulait en profiter. Et pour finir sur cette période années 90, dans les
dans les titres d'Érogène, excuse-moi, hein, il y a Potier qui écrit les paroles? Patrick, oui, c'était un musicien avant. Patrick, il répétait. C'est celui qui fait les arrangements, qui fait marcher la table. Voilà, c'est que tu dis que toi tu sais pas qui était gardien de tu sais pas le faire. Qui était gardien de Fleury Mérogis, c'est qui répétait dans un groupe déjà à la Halle du Rock, au studio de répétition que j'avais monté à la maison de quartier de Montbouffle. Oui. Qui était précurseur de ce qui a été monté à Livry. Et j'ai oublié de te le demander, il n'y a rien d'équivalent En Europe, non. Où est-ce que tu as vu des choses équivalentes? Alors, dans les trucs qu'on a montés, qui ont pris exemple sur nous, ça existe. Mais par exemple, derrière les fagots, c'est des jeunes de la maison de quartier de la Halle du Rock qui la dirigent. Où est-ce? Derrière les fagots, c'est à Draveil, je crois. D'accord. Ça, c'est des mecs qui répétaient à la Halle du Rock. À Savigny-le-Temple, c'est nous qui avons participé. Ils sont venus, les adjoints sont venus voir comment la Halle du Rock. L'espace Prévert? Non. L'empreinte? L'empreinte, les gens de la mairie sont venus nous voir, on fait un stage chez nous pour savoir comment il fallait monter l'empreinte. Et est-ce que j'ai toujours tout donné gratuitement. Est-ce que tu as un recul pourquoi ce qui n'est pas très grave, mais on est dans les années 90, c'est du jazz rock, Ubac, c'est du hard. Ouais. Pourquoi est-ce que ça n'a pas continué? Je me suis jamais posé la question. C'est leur. Érogène a éclaté. Il y a des choses quand même. Alors, on n'a pas abordé les côtés. Érogène, c'était le groupe de Mr Gang. Ah bah Mr Gang, oui, il sort de la Halle du Rock. Ça a marché. Silmarils, ça a bien marché aussi. Il marche toujours d'ailleurs. Ouais, bah Silmarils, je connais encore mieux, c'est que c'est une mésentente entre le groupe. Oui. Et puis on en parlait à propos de nos copains d'Ebena, c'est que tu m'expliquais qu'il y a un moment donné où ils travaillent à côté, faut répéter en même temps. Il y a une tension familiale qui fait que tu sors tous les soirs au lieu de faire la vaisselle. C'est pas ça. Et comme le truc se met pas à marcher tout de suite et à faire assez de dates pour nourrir, ça commence à créer des distorsions familiales entre guillemets. Qui fait qu'il peut y avoir changement dans les groupes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu ça des groupes locaux sur la MJC de Corbeil un peu? Sans doute, oui. Tu n'as pas forcément espionné ou vu des choses ou été écouté? J'ai jamais eu le temps d'espionner. Toi, les mecs, ils viennent à toi. Oui, moi je trace ma route. C'est pour ça que la carrière à long terme des mecs, soit tu as gardé contact, soit ça s'est pas fait. Mais après, c'est leur conscience, c'est eux. Il y a plein de mecs qui ont eu des carrières ou en solo ou dans d'autres choses. La Halle du Rock, c'est toujours un endroit qui te permet d'attendre, de te former. Mais moi, je suis pas là pour diriger ta vie. Dizzy La Peste, aujourd'hui, il bosse avec un de mes fils. Oui. Donc ce qui est marrant pour un gamin qui était à 12 ans à la Halle du Rock, quoi. Et là, ce que tu décrivais dans une émission que j'ai réécoutée, le Dizzy, il fait du rap, mais il bosse, il est à l'heure, il est dedans. C'est un type, il fait partie des mecs qui avaient quelque chose dans le cerveau, quoi. Qui fait ça parce qu'il aime ça, et qui en plus ça marche, tant mieux. Et pas forcément pour que ça marche. Et alors, pour mettre un bémol à ça, et puis finir sur la Halle du Rock, il y a avant tout un studio de répète où les gens vont. Ouais. Et c'est toute une ambiance à côté. C'est un bémol gentil, mais finalement, de 89 à quasiment aujourd'hui, il n'y a pas des tonnes de disques produits, il n'y a pas des tonnes de... on en produisait... Il n'y a pas des tonnes d'interventions Téléthon 93, 94... Non, à un moment donné, j'ai arrêté de bosser pour... Il n'y a pas des tonnes de clips... c'est parce que ça fait un boulot en plus et que tu n'as pas forcément les moyens de le faire. Et puis surtout qu'au fur et à mesure qu'on arrivait à faire des choses, on nous mettait des bâtons dans les roues, quoi. Donc là, quand j'ai fait 3 heures de Téléthon non-stop une année avec Jean-Pierre Spiro, parce que vous voyez ça à la télé, mais il y a eu plein d'autres trucs qu'on a fait derrière. À un moment donné, il y a des gens qui me sont tombés dessus en me disant de quoi tu te mêles. Donc je dis de quoi je me mêle, ça vous fait chier, je le fais plus. C'est tout. Là, c'est plutôt des politiques qui, à un moment donné, si ça grossit trop, t'emmerde. Et y compris des gens qui estimaient que c'était leur domaine. Par exemple, à un moment donné, à la Halle du Rock, j'ai monté plein de voyages à l'étranger qui coûtaient pas une thune, en Russie, au Mali, etc. Et puis comme il y a un secteur international à la CA, on est venu m'expliquer que c'était pas à moi de le faire, donc il a fallu que j'arrête. Par contre là, ce qui fait que j'ai pris cet exemple, je dis il y en a peu finalement des projets de visibilité vers l'extérieur. Ce qui est un peu particulier à ce clip, c'est que, et à celui d'avant, c'est que tu mets les groupes ensemble. Ouais, ce qui suppose un boulot à la con d'orchestration, d'écriture, de répétition. Y compris le club du 3e âge d'Evry Village qui était dedans, et y compris des procureurs de la République du tribunal d'Evry.
Et là, tu te rajoutes un travail qui n'est pas celui de la Halle du Rock, en fait. Pour moi, c'est le travail de la Halle du Rock, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y en a pas eu tant que ça, c'est pas seulement parce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, c'est que c'est pas le métier premier de la Halle du Rock. Non, c'est parce que j'ai pas trouvé l'opportunité derrière de le faire. C'est beaucoup de travail, ça, à réunir 200 à 250 personnes, des leaders, les faire répéter, enregistrer un CD, trouver le studio, trouver des cars, les emmener à Paris. Faire des trucs de fou puisqu'on a fait 2-3 festivals avec eux, etc. Donc trimballer 150 personnes sur un festival, c'est 100, toujours pareil. Moi j'avais pas de subvention, hein. Donc je me démerde avec les moyens du bord. Là qui écrit, c'est un pasteur qui est défroqué depuis. Qui organise les répètes C'est moi, c'est Pauline Mackenzie, c'est Patrick Potier, c'est Charles Dumas, qui était le pasteur du coin, qu'il faisait en plus de son boulot de pasteur. Là, c'est du réseau, c'est ce que tu dis. Papa Noël. Là aussi, c'est lui. Dans une autre émission, c'est que c'est ton réseau qui fait qu'il y a un mec qui vient filmer, un mec qui peut t'aider, un mec qui. Je pars du principe que moi, je m'occupe pas de savoir combien ça coûte. Je m'occupe d'abord de savoir si le projet est intéressant. Si le projet est intéressant, on trouve l'argent. Et est-ce que le. Ce qui marche plus comme ça. Hein. C'est-à-dire que les gens, d'abord, il faut qu'ils aient de l'argent, les gens, etc., avant de faire un projet. On est passé juste avant. Ça va avec le projet de la Halle du Rock. J'avais un magnifique solo de Loris Laco, le batteur de Absinthe. Là, je l'ai eu par Facebook il n'y a pas longtemps. Et ça ne rajeunit pas. Là, tu emmènes les mômes de la Halle du Rock voir l'abbé Pierre. Les mômes de la Halle du Rock et des enfants des écoles de Bondoufle. Et alors là, c'est quoi le truc? Parce qu'on n'est plus dans le rock et dans la répétition. Mais on est encore dans le rock et la répétition. On est dans le vivre ensemble. Ce mec-là, il a fait des choses intéressantes. Il est toujours intéressant de rencontrer des gens intéressants. Ça a ouvert les yeux à plein de gens, là, ça. Est-ce que tu veux dire qu'il y a, parce que là il y a une dimension politique implicite, tu sais bien à quel point la culture s'est fait instrumentaliser pour aller dans les quartiers, sortir les mômes. Moi m'instrumentaliser, il y en a pas mal qui ont essayé. Non mais par contre ce qui m'intéresse c'est qu'il y a une histoire des politiques culturelles, ça a l'air un mot savant, mais de dire tiens on va faire du hip-hop, on va faire du rap, ça va occuper la jeunesse. Rien à foutre des politiques culturelles qu'on a toujours essayé de m'imposer. Par contre tu es dans une période 80-90 où la ville, elle va se casser la gueule, elle va devenir très violente. Dans les maisons de quartier, ça se referme. Comment tu le vis? Moi, je le vis bien. Comme habitant ou comme... Il y a pour faire court, parce que tu es quelqu'un avec qui on peut dire les choses directement, il y a une politique de grand frère que fait le PS qui est... que je n'accepte pas. Voilà, qui est infâme et qui va donner des conneries qu'on paye encore aujourd'hui, il me semble. Que je n'accepte pas. Voilà, que Guyard doit... Que je n'accepte pas. Je pense j'ai été convoqué plusieurs fois chez les élus. Il est peut-être pas qu'il fallait que je sois plus souple avec certaines religions. Et j'ai jamais été souple. J'ai l'impression que le PS à l'époque, entre guillemets, est un peu innocent. C'est pas Jacques, hein, c'est la période Bagnoul, c'est ça. Ouais, mais il est un peu innocent, c'est-à-dire. Non, il n'est pas innocent, il essaye de récupérer comme un con. Il essaye de faire du court terme, en faisant du ramassage à la con sans s'occuper des conséquences à moyen et à long terme. Ouais, c'est un système d'assaut, quoi. C'est ça. Mais lui, il avait vraiment des moyens. Lui, il le faisait avec de l'argent, les autres le faisaient avec... Sauf que j'ai besoin de faire un rapport avec... C'est pour ça que j'appelle politique culturelle. Quand j'ai rencontré Guyard et que je l'ai questionné, je lui ai dit, mais tu deviens secrétaire d'État de Mitterrand. Et je lui dis, comment ça arrive? L'anecdote va t'intéresser. Comment ça arrive? Il me dit, je me retrouve à déjeuner avec Mitterrand et Jox. Et ils disent... on s'est rendu compte que dans notre gouvernement, on est à hauteur de 88, je dirais, il n'y a pas d'élus de banlieue. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et je lui dis, et Guyard est quelqu'un d'intelligent, ça m'intéresse pour ça, je lui dis, mais on est d'accord que Mitterrand est un homme du 19e siècle, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait un black, qu'il y ait un Algérien, on est dans SOS Racisme, on est dans... Il y a plus presque de beurre à la télé à l'époque qu'aujourd'hui. Rachid Arabe, Farid Chopel, carte de séjour, dit qu'est-ce que Mitterrand fait en 88? Il nomme Tapi ministre de la ville. Il a rien compris. Le PS n'a rien compris à cette transformation de notre société. Est-ce que localement ça se voit aussi? C'est pas qu'il a rien compris, c'est qu'ils essayent de rabasser partout, c'est tout. Oui, mais il devrait y avoir des gens de toutes les couleurs élus localement ou responsables de maisons de quartier. Non. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'ait pas lieu? C'est ça que j'essaye de comprendre à l'échelle locale. Mais parce que humainement, ça fonctionne pas comme ça.
Les femmes devraient avoir le même salaire que les hommes. Tout le monde le dit. Oui. Tout le monde le dit, Oui. y compris les hommes. Est-ce que ça existe? Non. Mais alors, ma question plus précise, c'est que... Donc il y a ce qu'ils déclarent, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font sur le terrain. Et puis c'est vachement bien. Aujourd'hui, on dit qu'il va y avoir autant de femmes que d'hommes en politique. C'est pas vrai. Le truc de mettre un homme, une femme, un homme, une femme. Alors je vais te dire la grande arnaque. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc sur les élections, tu votes maintenant sur des listes Shabana. Un homme, une femme, un homme, une femme, une femme. C'est la loi. D'accord? Et puis après, sur les postes à responsabilité qui sont votés après. Putain, tu retrouves soi-disant que la plupart du temps 80% d'hommes. Oui. Donc c'est bien des arnaques. Oui, bien sûr. Et ben c'est la même chose. Mais moi, ce que je te dis, c'est pas de savoir s'ils respectent leurs paroles, parce que là, tu parles en général. Ma question, c'est que tu animes un lieu de rencontre avec des gens, et de 85 à 95, aller à 2000, Évry se met à craindre, en fait. Se met à devenir dur, à avoir des bagarres de bande, à avoir de la violence. T'es donc au cœur d'un truc qui change. Oui. Donc politiquement, il y a une parenthèse Banyuls. J'entends que peut-être la réaction n'est pas la même. Politiquement, si je mets Guyard dans l'affaire, parce qu'il me le dit, il devient ministre, secrétaire d'État. Et il dit, je suis plus présent sur la ville, en fait, je suis absent, et donc ça se ressent, en fait. Le fait qu'il soit député, qu'il soit secrétaire d'État en même temps, et c'est le même moment où la ville commence à se paupériser, c'est la deuxième crise pétrolière, 87. Et donc ça s'appauvrit, tu le ressens au fur et à mesure, ou tu le vois arriver doucement, tu le vois pas arriver. Et je les avais prévenus. En plus, parce que j'ai des rapports très machins. Le problème, c'est il y a eu une inadéquation entre les gens qui venaient habiter sur Évry et les entreprises qu'il y avait autour. Banyuls, Vals, Guyard se sont battus pour qu'il y ait des entreprises haut de gamme, haut de gamme qui étaient autour d'Évry. Donc, il y a HP, Digital, le truc des avions, des fusées, Ariane Espace, etc. D'accord. Et donc c'était des emplois hautement qualifiés. Et les gens qui habitaient sur Évry étaient des gens qui n'étaient pas du tout qualifiés. Donc il y a une distorsion entre les boulots qui existe toujours d'ailleurs. Entre les boulots environnants et les gens qui habitaient à Évry. C'est une connerie fondamentale. Il n'y a eu pas d'adaptabilité entre les gens qui habitaient sur Évry et les boulots autour. Tu veux dire la recherche d'emploi ici Les gens qui habitaient à Évry allaient bosser plus loin. Oui, mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, il y a 80% de gens qui sortent de la ville pendant que... Mais c'est évident. Et les gens, donc, pour venir bosser à Évry, habitaient ailleurs. Et là, tu veux dire que sur cette décennie 88-98, là aussi, il y aura un travail sur cet appauvrissement de la ville qui aurait dû être fait. Ils n'ont pas du tout, ils ont préféré jouer l'économique que l'humain. Et t'es pas élu à ce moment-là? Je suis élu dans l'opposition à Bondoufle. Donc je peux pas faire grand-chose. Sauf me battre de temps en temps dans la rue avec le maire. Et on va bientôt s'arrêter parce qu'il est 11h et que je t'ai dit que j'allais te libérer. Ma dernière question, parce que comme ça on parlera de 98, 2000, la politique, la Halle du Roc. Pour clore, tu te retrouves à être élu en 2001, tu t'es toujours, avant que ça n'arrive, sans commencer 2001, t'es à la Halle du Roc. Alors en 2001, t'es mangé par l'agglo depuis le début? C'est un équipement de l'agglo? Est-ce que j'ai une tête à être mangé par l'agglo? Non mais c'est un équipement de l'agglo, c'est pas municipal, c'est pas associatif. C'est un équipement de l'agglo, moi. Depuis toujours. La Halle du Roc, c'est un équipement de l'agglo, c'est clair. Et la radio, la seconde, c'est 91, c'est avec la Halle du Roc aussi? C'est à la Halle du Roc, c'est Banyuls qui vient me charger, qui dirigeait Canal 102 et qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui m'a demandé d'en prendre la direction. C'est là où il y avait Chantal Landuro? Oui. Non, Chantal Landuro, elle a une petite radio de merde d'accord. sur Évry, c'est autre chose. Amateur. C'était une vraie radio, Canal 102, avec des locaux, etc. Et c'est là où j'ai viré 4 mérades. Et qui la gérait? C'était associatif ou c'était agglo aussi? C'était Banyuls et c'était associatif, c'était un mélange des deux. Mais Banyuls, c'était quoi là, à ce moment-là? Il était président de la radio, enfin bon, c'était des mais il était au SCA? Il était au SCA, il était à la mairie d'Évry, enfin bon. Il avait des antennes pour gérer la politique locale. Et c'est lui qui est venu me chercher au cours d'un déjeuner en me disant, voilà, j'ai vu tout ce que tu as fait sur Sortie de Secours, est-ce que tu veux prendre Canal SO2? J'arrive pas à m'en sortir. Et ça t'a plu? Ah, ça m'a amusé, c'était un challenge. Sauf que les dés étaient pipés, donc... Ouais, ce que tu veux dire, c'est que comme c'est le lien humain qui t'intéresse, c'est normal que ça fasse de la politique. À la fin, c'est de la politique ce que tu fais. Oui, mais là, Banyuls a essayé de faire trop de trucs dedans, et c'était vraiment Canal 102, pour lui, c'était un outil de propagande politique, et avec moi, ça n'a pas marché. Et alors, la dernière question, vraiment, comme ça, on passera au chapitre l'an 2000. Tu as l'air d'être plus critique vis-à-vis de Banyuls que vis-à-vis de Guyard, alors que l'un n'est pas innocent de l'autre, ils sont liés.
C'est plus compliqué que ça quand tu les connais bien et comme moi je les connais. Parce que je trouve que Bagnoul, c'est aussi quelqu'un qui connaît les dossiers, qui connaît le terrain, qui était plus sur le terrain que Guyard, l'air de rien. Ouais, mais c'était pas dans la même optique. Bagnoul avait tellement besoin d'exister et de machin qu'il a fait quand même pas mal de choses pas clean. Après, il a avalé beaucoup de couleuvres en l'air crachant sans s'occuper des conséquences que ça allait avoir. Et quand tu bosses à l'aglo sur ces années 80 et 90, qui est élu à la culture? C'est Baudouin au début? Il y a Baudouin, puis sûr, il en a tellement défilé Et puis c'est comme ça que je te croise, tu as Manuel Tato, il y a Oui. tout doucement, avant l'arrivée de... Non, c'est 2001. Ouais, C'est-à-dire il y a un directeur de la culture qui va arriver alors qu'il n'y en avait pas en fait. Non, et j'ai même été adjoint, moi, directeur de la culture. J'étais déjà adjoint. Mais la logique... Tourner la serre. La logique qu'on décrit avant 2000, c'est que on a été chercher des mecs de terrain, on leur a donné C'est du ça. pouvoir, ce qui était un peu trop. Et après, la on a façon voulu mettre dont- un mec au-dessus. Voilà, mais Et ce ça qui s'est paraît, très mal ce qui passé. paraît pas con d'ailleurs, parce Ça que s'est très mal passé. parce que coordonner l'ensemble pour que ça fasse Parce du qu'ils lien, ils ont c'est... souvent envoyé des gens qui connaissaient rien. Oui, Aucun. et puis c'était des mégalos qui avaient de l'expérience et qui voulaient rien laisser passer. Et puis des carriéristes qui étaient là. Non, je uniquement parlais pour- des directeurs d'équipement comme toi, comme Mora. Oui. C'est des gens qui sont là. Mais c'est pas ça, c'est qu'on a voulu nous imposer des méthodes de fonctionnement qui ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Et aussi bien Mora que moi, on s'est arc-bouté. Moi, à un moment donné, j'ai eu Buchet comme directeur, voilà, Bruno Buchet, qui est adorable, mais qui connaissait rien à la culture, couvrait mon courrier tous les matins, quoi, ça va, quoi. Donc j'ai été le voir 2 fois dans son bureau, et puis il a pu ouvrir mon courrier, quoi. Ouais, mais là, ce qui se passe, c'est qu'indépendamment de ton indépendance, c'est aussi normal. Alors, tu vas me dire, ça finit par des fichiers Excel aujourd'hui, mais c'est normal qu'il y ait, ça soit pas des baronnies qui fonctionnent toutes seules. Mais moi, je faisais des rapports tous les ans, je passais à la Moulin tous les ans, j'acceptais tous les ans, etc., de dire ce que je faisais. J'ai toujours été très transparent. Oui. Très transparent. Par contre, on m'expliquait pas comment il fallait que j'aille pisser. Et la plupart de ces gens-là t'expliquaient à quelle heure et comment il fallait que tu ailles pisser dans la culture. Et ça, c'est vrai que c'est assez mal passé, aussi bien avec Mora que moi. Oui. Parce que le mec qui, en plus, pour la petite histoire, la Halle du Rock, les studios de la Halle du Rock, ils existent depuis 30 ans. Ces gens à la culture, ces chefs à la culture sont jamais venus quasiment dans les studios. Jamais. Oui. Jamais. Donc la moindre des choses quand tu veux diriger les choses, c'est au moins d'aller visiter les locaux, toi. Je les ai jamais vus. Oui, de la même façon, se faire rencontrer les acteurs de la culture. Donc à un moment donné, ces mecs-là qui après t'expliquent comment il faut faire, ça va, quoi. Ça va. Tu diriges encore la Halle du Rock aujourd'hui? Oui, ils n'arrivent pas à me virer. Ouais. Je suis fonctionnaire depuis l'âge de 60 ans, donc ils ont du mal à me virer. Par contre, la Halle du Rock est passée à l'aglo, a grandi, et tu as toujours des studios de répétition, J'ai toujours des studios de répétition, au bras de fer. j'ai Il y a toujours un turnover, un code qui change chaque mois, Tout à toujours le fait, même on principe. continue, on cartonne à mort, on a 54 groupes en ce moment. L'aglo t'a aidé quand même à renouveler le matériel à un moment donné, c'est aussi un investissement de fonds, non? T'as pas le même matériel que L'aglo dans les va années arrêter- 80? Non, Comment au tu fur et à mesure, on a changé le matériel par nous-mêmes. Ouais, mais avec des ronds Ah mais oui, de oui, l'aglo oui, quand mais même. oui, avec des ronds de l'aglo. C'est pas- Mais c'est pas ta thune. comparativement à une maison de quartier, les ronds de la Halle du Rock, c'est que dalle. J'ai 18 000 € en fonctionnement par an. C'est 4 fois Hors moins- salaire. Hors salaire, c'est 4 fois moins qu'une maison de quartier. Ouais. Avec 54 groupes, ça fonctionne 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, 7 jours sur 7. Expliquez-moi. Et je produis encore des CD, je produis encore des clips. Et par contre, il y a 4-5 ans, les bureaux qui étaient à l'aglo, ici où on est, J'ai eu dans les jusqu'à- années 90-2000, tu t'es retrouvé à l'aglo qui était à Courcouronne, Je me suis retrouvé sous sur le l'escalier. nouveau bâtiment. Et puis maintenant, je suis dans un sarcophage au plan. Ouais. D'accord. Ce qui, on aura le temps d'en reparler la prochaine fois qu'on se voit. Y a Comme pas ça, de je te souci. dis. Bien. Ouais. Merci, monsieur.